Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, les marchés actions européens qui se débrouillent plutôt bien en l'absence des marchés actions américains fermés pour cause de jour férié. C'est le jour de commémoration de la mort de Martin Luther King aux États-Unis. Et donc l'ensemble des marchés actions et obligataires restent fermés aujourd'hui aux États-Unis. Et les actions européennes en profitent pour gagner encore un peu d'avance, peut-être plus 1% quasiment pour le CAC ce soir à l'arrivée, avec bientôt le décompte final. Le CAC qui renoue avec les 7200 points grâce aux valeurs de croissance, celles qui ont déjà perdu 10-15% peut-être depuis le début de l'année. Je pense notamment aux valeurs du luxe et il semble que pour certains investisseurs, il y a déjà des points d'entrée peut-être intéressants à accumuler sur ce type de valeurs. Le luxe en tout cas permet aujourd'hui au CAC 40 de se distinguer un peu plus que les autres indices européens. Dans l'actualité des entreprises, on sera attentif à la thématique M&A à travers cette année 2022. Bien sûr, 2021 était une année bouillonnante de ce point de vue-là et on voit déjà de gros deals potentiels émerger avec l'offre d'Unilever sur la partie santé grand public du laboratoire britannique GlaxoSmithKline, une offre qui pourrait se faire à plus de 50 milliards de sterling. En tout cas, c'est le premier prix proposé par Unilever. Je dis premier prix parce que l'offre a été rejetée et que Unilever semble considérer cette activité de GSK comme étant stratégique, structurante pour le groupe de grande consommation. On n'est pas à l'abri donc d'une offre améliorée de ce point de vue-là. Il faut noter que dans cette bataille boursière peut-être autour des activités grand public de GSK, Pfizer sera partie prenante puisque Pfizer détient 32% de cette branche santé grand public de GSK. Voilà pour l'actualité du jour. On en parlera dans un instant avec des marchés nerveux depuis le début de l'année. Et puis une thématique qu'on abordera spécifiquement en fin d'émission à partir de 17h45, la thématique biotech. Et c'est Sacha Pouget, le directeur associé de Calisté Advisor, qui sera avec nous en plateau donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés. Une journée positive pour les actions européennes avec Alix Nguyen. Alors que l'indice parisien reculait de plus d'1% la semaine dernière, le CAC reverdit désormais sous l'effet d'une croissance plus forte que prévue en Chine. Au 4e trimestre, le produit intérieur brut de la Chine a progressé de 4% en rythme annuel. Sur l'ensemble de 2021, la progression atteint 8,1%, au plus haut depuis une décennie. À noter en revanche que le rythme de croissance est le plus faible depuis 1 an et demi, alors que les ventes au détail et la production industrielle de décembre ont déçu. L'optimisme ambiant émane aussi de nouvelles mesures de soutien de la part de la Banque populaire de Chine afin de relancer une économie meurtrie par les problèmes du secteur immobilier, mais aussi par la politique de zéro Covid qui affecte la consommation et accentue les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Un positionnement qui s'oppose à celui de la Fed qui, pour rappel, tend vers 3 à 4 hausses de ses taux d'intérêt cette année avant de s'engager dans la réduction de la taille de son bilan à partir du second semestre. On rappelle qu'aujourd'hui, à l'occasion du Martin Luther King Day, Wall Street est fermée. L'activité se trouve donc amoindrie. On relève aussi que le marché se conditionne en vue des résultats du 4e trimestre qui devraient nous éclairer quant à la santé des entreprises face à la perspective des hausses des taux d'intérêt aux États-Unis et à une inflation au plus haut depuis plus de 40 ans. Focus sur quelques valeurs. Renault progresse si les ventes mondiales de voitures et fourgons du groupe ont diminué de 4,5% l'an dernier. Celles de ses ventes aux particuliers et celles de véhicules électriques ont enregistré une forte progression en Europe. Le secteur du luxe sort la tête de l'eau sous l'effet des chiffres de la croissance chinoise. Et puis Sanofi avance dans le vert dans le siège du britannique GlaxoSmithKline qui bondit à la bourse de Londres. Le groupe a rejeté l'offre de 50 milliards de livres d'Unilever sur sa branche santé grand public. Le géant de produits de grande consommation envisagerait de relever le montant de son offre. Demain, le marché s'intéressera à l'enquête manufacturière de la Fed de New York, mais aussi à l'indice ZOO allemand et aux résultats trimestriels de la banque Goldman Sachs. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
Et c'est une émission ce soir marquée par la pandémie, donc un peu de flexibilité pour aborder les sujets de marché. C'est Gilles Bazissière qui sera le seul et unique invité de Planète Marché ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes le président d'Equity GPS. On a un gros quart d'heure à passer ensemble où effectivement on est marqué un peu par la pandémie aujourd'hui, ce qui montre d'ailleurs que le sujet de la désorganisation des entreprises est pas tout à fait passé, même si sur les marchés le sujet pandémique semble avoir reflué au second plan depuis quelques temps. Premier commentaire pour vous, Gilles, dans ce studio en tout cas, pour les premières tendances de marché de 2022. C'est intéressant parce qu'on voit déjà, alors si les indices font pas grand-chose depuis le 1er janvier, on voit déjà des écarts entre secteurs, au sein de même secteur, des écarts très importants, des plus 10, moins 10, voire des plus 20, moins 20 pour certaines grosses valeurs. Et c'est vrai qu'on a vu à la fois la partie croissance, la partie tech, luxe, baisser assez rapidement quand même sur les premiers jours de l'année, au point que certains imaginent qu'il y a peut-être déjà des points d'entrée pour revenir sur ces valeurs, confère la séance du jour qui voit rebondir le secteur du luxe à Paris. Et en même temps, on a des tendances qui se renforcent sur des secteurs, alors toujours jugés en retard, le secteur bancaire, le secteur énergétique, des secteurs toujours sous-détenus également, peut-être dans les grandes allocations. Donc, que vous inspire cette ambiance un peu nerveuse là sur les 2 premières semaines de bourse, Gilles ? Oui, alors nous on est assez tranquille dans cet environnement-là. Au global, sur le marché mondial des actions, on a un rating de 4,5 sur 10. C'est-à-dire c'est une zone moyenne basse, mais qui historiquement a correspondu à des hausses à 2 chiffres en moyenne, en rythme annualisé 3 mois après l'observation de ce type de rating. Donc, et ça, le rating est resté assez solide, malgré la hausse des taux longs, parce que les taux sont un des éléments importants dans l'établissement de nos ratings par valeur, qu'ensuite on réagrège au niveau mondial ou par secteur ou par géographie. Et malgré la hausse des taux, nos ratings résistent très fort, tout simplement parce que les profits des entreprises, le chiffre d'affaires, l'amélioration de la situation financière, les free cash flow, les marges opérationnelles sont en plein boom dans le monde entier. Et donc ça, c'est quand même à moyen terme un élément extrêmement important pour le support des marchés. C'est comment, juste ce rating moyen, donc sur l'univers d'action mondiale, vous screenez chaque jour plusieurs... 7000 valeurs, 95%. Plusieurs milliers, c'est ça. C'est 95% de la capitale boursière mondiale. 95% de la capitale. Derrière un rating aussi moyen, 4,5 sur 10, 5 sur 10, on est vraiment dans la moyenne, vous dites, c'est un rating qui plaide néanmoins pour le risque, en faveur du risque et toujours en faveur des actions. Oui, alors c'est encore constructif. En gros, si on départage notre rating en quart, en quadrant, au-dessus de 7,5 sur 10 pour le monde, on a des progressions ultérieures de l'ordre de 40% en rythme annualisé à horizon 3 mois. Entre 5 et 7,5, on est dans l'ordre de une vingtaine de pourcents. Entre 2,5 et 5, autour de 15-20%. Et en fait, historiquement, on s'inquiète quand on est en dessous de 2,5 sur 10 et que le sentiment de marché devient négatif, quelle que soit la raison. Ça peut être des baisses brutales de liquidité, ça peut être un risque géopolitique, ça peut être un choc inflationniste sur une matière première, etc., etc. Mais disons que là, les marchés actions à moyen terme progressent régulièrement. Et donc le régime normal, c'est une progression. Alors ces progressions sont plus ou moins importantes. Et en ce moment, on est dans un régime de progression à peu près normal, un petit peu inférieur à la moyenne, mais toujours constructif. Derrière ce rating global pour les actions mondiales, Gilles, est-ce que vous notez des écarts grandissants peut-être d'un pays à l'autre, d'un secteur à l'autre, au sein de la cote mondiale ? Encore une fois, on le voit sur 2 semaines de bourse, on a déjà des écarts, des plus 20, moins 20, des rotations très fortes dans un sens, puis dans l'autre. C'est pour ça que je dis un peu de nervosité, même peut-être des investisseurs qui sont dans une gestion purement tactique et qui n'arrivent pas à voir beaucoup plus loin pour l'instant. Oui, bien sûr. Alors, les écarts se réduisent, n'augmentent plus, et voire commencent légèrement à se réduire. En fait,
sous l'effet des évolutions des cours. En gros, les valeurs à duration longue, donc les valeurs de croissance, soit visibles, soit peu visibles, hein, les valeurs où on espère uniquement le pari, quoi. Un pari à très 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 long terme. Là, on a des ratings qui sont plutôt moyens ou faibles. Hein, sachant qu'à l'intérieur de cette catégorie-là et de ces thèmes-là, on peut avoir des valeurs qu'on aime bien, bien évidemment. En revanche, et donc ça, avec la baisse relative, la sous-performance parfois brutale de ces valeurs depuis un mois, et bien là, leur rating s'est un peu amélioré, tout simplement. Ouais. Mais reste au global peu constructif sur cette typologie d'investissement-là, tout simplement parce que les taux longs remontent maintenant depuis plus de 2 ans. Et alors, bien sûr, il y a des respirations, mais la tendance est là. Et on continue d'aller grignoter, de faire des plus hauts récents sur les taux longs dans le monde, ce qui est relativement, toutes choses étant égales par ailleurs, relativement défavorable en relatif à ces typologies de valeurs qu'on peut appeler à duration longue. Et juste pour ces valeurs, Gilles, ça veut dire que vous dites à ce stade, les rebonds qu'on pourrait observer sur ce type de valeurs, encore une fois le luxe aujourd'hui est un bon exemple à Paris, sont à ce stade des rebonds qu'on peut qualifier de tactiques. Oui, à notre avis, oui. Alors, parce que ça peut être des rachats de short. Tout simplement, avec des investisseurs qui ont voulu couvrir, ou des spéculateurs, ou des traders, qui ont voulu couvrir des positions sur la partie la plus exposée de leur portefeuille à des évolutions de taux longs à la hausse, et ça dans le sillage on peut dire des dernières nouvelles, des dernières publications, des minutes de la Fed, par exemple. Bien sûr. Ou du sillage des derniers chiffres de l'inflation, ici, là, et ailleurs. Donc, ce qui crée quand même un environnement à une normalisation des taux longs qui étaient anormaux depuis 2 ans. Il faut bien l'accepter. Et qui le reste encore sans doute, compte tenu que, encore d'ici fin mars, les banquiers centraux vont continuer d'acheter, on est encore en QE. Donc on a juste la perspective de voir ce QE se réduire un petit peu. Donc par le simple mécanisme de voir des flux d'achat très importants disparaître, toutes choses étant égales par ailleurs, les prix des actifs cornerisés, si j'ose dire, devraient baisser. Uniquement par ce jeu-là. Et si en plus on a vraiment des signes comme quoi il y a de l'inflation, ça peut aller encore plus vite. Ça peut, l'anticipation par le marché de ce phénomène peut aller plus vite. Bon, une partie de la cote un peu fragilisée, quand bien même ces entreprises, pour certaines d'entre elles, ont une qualité opérationnelle impeccable, exceptionnelle. Parce que dans cette catégorie-là, il y a aussi les boîtes non rentables visibles. Et puis alors, vous avez juste les projets aventureux. Qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de PNL avant très longtemps, et sur lesquels, dans le passé récent, les investisseurs attirés par des perspectives de croissance phénoménale, mais avec un risque très élevé, ils ont pu prendre des positions importantes pour financer ces entreprises-là, ce qui est la beauté d'ailleurs de notre système économique. On prend des risques. Et puis, quand on ne gagne pas à tous les coups. Et on peut prendre des risques quand les taux sont à zéro. C'est des entreprises qui ont bénéficié d'un niveau de taux d'intérêt. Il était gratuit de se financer. Quand ça devient moins gratuit, là, il faut commencer à montrer une forme de compte de résultat. Une exigence. Absolument. Et donc là, quand le doute s'installe, les valorisations peuvent baisser tout à fait légitimement. Et les valeurs... Pour les auditeurs, une valeur, enfin un fonds très typique de ce type de valeur, c'est Ark Investissement, bien sûr. Et on a vu qu'il a baissé de 50% depuis 9 mois à peu près.
après une phase exponentielle. Non, mais exponentielle, voilà. absolument. Mais le mouvement de correction est à la hauteur de ce que ce type de fonds ou d'investissement a pu rapporter précédemment. Donc ça, c'est la partie quand même sous surveillance de la cote, croissance visible, et puis la croissance un peu pari qui a été aventureuse, qui a été très investie ces derniers temps par les investisseurs. De l'autre côté, est-ce que vous observez donc des phénomènes de renforcement en termes de rating, en termes d'intérêt de la part des investisseurs sur des parties encore peut-être en retard du marché? Oui, tout à fait. Alors l'énergie, les financières en particulier, tout ce qui est l'univers de la banque commerciale en règle générale, certains biens de consommation durable comme l'automobile. Là, on a, en dépit des performances depuis quelques trimestres qui sont spectaculaires, eh bien, on a des ratings qui ne baissent pas. Ouais. Il y a le secteur des métaux également est très riche dans ce type de valeurs-là. Alors là, je rappelle, il s'agit juste d'une généralisation. Dans tous les secteurs, on a toujours de très bons ratings et des moins bons ratings. Il se trouve que dans ces secteurs-là, on a plus de très bons ratings que de moyens. Mais donc, il ne faut pas acheter n'importe quelle valeur de ces secteurs-là, bien évidemment. Mais allons-y, là, on a 5 minutes pour être un peu concret là, sur ces 3 secteurs que vous avez cités, qui sont les secteurs qui se distinguent depuis quelques temps. Je vois l'énergie, c'est noté 10 sur 10 là aujourd'hui. 10 sur 10 et donc le paradoxe, c'est dans la hausse du cours, nos ratings se sont renforcés. Et ça, pourquoi ? C'est que les performances économiques, en gros des valeurs d'hydrocarbures, ont été au-delà du surenchérissement de leur cours de bourse. Très clair. Et donc, dans ces cas-là, tout simplement, il est encore plus intéressant, paradoxalement, mais c'est un faux paradoxe, il est légitime que si votre cours de bourse progresse de 50% et que toutes vos métriques qui font du sens pour jauger et pour valoriser l'entreprise, si elle progresse de, mettons, x3, eh bien, votre secteur est moins cher aujourd'hui qu'il ne pouvait l'être avant, même si les cours étaient plus faibles. Bon, et dans le secteur de l'énergie, là, que disent les modèles d'equity GPS? Si on regarde les choses valeur par valeur, là, quelles sont celles qui se distinguent particulièrement et qui méritent un investissement, ou en tout cas qui méritent qu'on regarde ce sujet en tant qu'investisseur? Chacun prend ses décisions derrière. Et en particulier en termes de risk management. C'est un secteur, je rappelle, qui aujourd'hui ne représente plus que 3% du marché mondial des actions. Incroyable. Quand il a représenté 11% juste avant 2008. Donc il faut... Quand on a un risque global, le risque de son portefeuille doit plus ou moins suivre le risque de marché. Il est difficile d'en mettre 80%. Maintenant, quand on n'est pas benchmarké, ce qu'on appelle, donc on peut être un petit peu plus libre et regarder tout ça avec une vision à moyen terme. Bon, on aime beaucoup des sociétés d'équipement dans ce domaine-là, qui, elles, surfent sur la dérivée seconde du chiffre d'affaires de leurs gros clients, des grosses sociétés pétrolières et gazières. Et donc, comme ce chiffre d'affaires recommence à progresser, les équipementiers qui avaient été vraiment à la diète pendant très longtemps et qui avaient restructuré énormément leur compte de résultats, réduit leurs coûts, forcé à innover, donc à produire de meilleurs services pour moins cher, et ça pendant très très longtemps. Tout d'un coup, dès qu'il y a une risée sur votre chiffre d'affaires, tout descend en marge brute d'autofinancement. Donc, des exemples, c'est Schlumberger, qui est le leader mondial dans ce domaine-là, et puis une boîte européenne qui s'appelle Tenaris. Bien sûr. Il y a le gros concurrent de Vallourec. En Italie, Tenaris. Voilà, et côté Luxembourg, et en meilleure situation financière que Vallourec, en l'occurrence. Mais on aime bien également BP ou Shell ou EOG Resources aux États-Unis, voire même Exxon, qui est un cas très intéressant. Vous savez que sur les 12 administrateurs d'Exxon, il y en a maintenant 3 qui ont été nommés par un hedge fund qui poussent le sujet de l'ESG et de la lutte contre les changements climatiques. Et là, que ça, c'est très, très intéressant d'observer tout ça. Une dernière remarque sur le secteur. Bien sûr, c'est un cas contrariant par excellence. Tout le monde déteste ce secteur-là pour des raisons assez évidentes. Reste que il y a un paradoxe là également qui est intéressant à regarder. Il n'y a plus d'investissement en amont dans ce secteur-là, pour 2 raisons. D'abord, les patrons de ces entreprises-là
se voient obligés par leurs actionnaires à ne plus investir dans l'amont et à rendre à l'actionnaire la totalité du free cash flow. Et les prêteurs qui ne prêtent plus à ce secteur. Et donc, en fait, il n'y a plus d'investissement sur ce secteur-là, ce qui n'est pas illégitime compte tenu de la tendance à la révolution énergétique et pour la lutte contre le changement climatique. Sauf que tout ça, ça ne se fait pas facilement et qu'il est possible que dans un premier temps, les prix explosent, s'envolent, bien sûr. Ce qui serait cohérent avec un arrêt total des investissements en la matière, sachant qu'avant que la transition énergétique se fasse dans la réalité, voilà, ça viendra dans un moment. Et ces énormes cash flows, dans certains cas d'ailleurs, ça va racheter des actifs dans le domaine de la transition énergétique. Très rapidement, il nous reste 1 minute, Gilles. Je voulais qu'on dise un mot du secteur bancaire, parce que là aussi, c'est un secteur qui soulève beaucoup d'intérêt, qui a connu la meilleure performance en Europe l'an dernier. Oui. Que disent les modèles à ce sujet? Toujours positif. Rating, 9 sur 10. C'est pas trop tard pour s'intéresser à ce secteur, selon vous? Non, parce qu'en fait, si on regarde, en effet, tout dépend de son horizon temporel. Plus on a un horizon temporel large et long, et plus on se rend compte que les valorisations du secteur sont parmi les plus bas historiques. Par contre, si on regarde que depuis 2 ans, c'est vrai qu'on est un peu plus cher que dans les plus bas d'il y a 2 ans. Et ça ne veut pas dire que si on regarde sur les 30 dernières années, et c'est comme ça que nous étalonnons notre sous-score de valorisation, c'est sur le très long terme, c'est un secteur qui est encore très favorable et qui peut bénéficier d'une courbe des taux ou en tout cas ne pas en souffrir au moins d'une hausse des taux longs. Et en sélection dans ce secteur-là, quels sont les noms qui peuvent ressortir sur un plan stratégique? Les banques italiennes reviennent très très bien, elles sont vraiment pas chères et on peut considérer que l'Italie de Draghi est bien arrimée à la zone euro. Oui. Et donc que la prime de risque très importante sur l'économie italienne et donc indirectement sur les banques italiennes peut raisonnablement baisser petit à petit. Et donc, les banques italiennes se revaloriser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura une réponse sur l'avenir politique de Mario Draghi dans les prochaines semaines, puisqu'on saura d'ici la fin du mois, normalement, s'il passe d'un fauteuil de président du Conseil à un fauteuil de président de la République. Mais néanmoins, il resterait quelque part aux commandes, peut-être à un poste un peu plus élevé sur le plan du paysage politique italien. Merci beaucoup Gilles. Gilles Bazissière qui était avec nous pour apporter son éclairage à travers les modèles Equity GPS qui note donc 95% de la cote mondiale sur les marchés actions. Gilles Bazissière, le président d'Equity GPS, qui était avec nous en plateau pour cette émission marquée par la pandémie, je le disais, et donc je vous propose d'écouter ou de revoir même peut-être l'intervention de Thomas Koster, qui était avec nous à la mi-journée, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. On parlait avec Thomas, bien sûr, de l'économie américaine, la Fed, l'inflation, la politique monétaire aux États-Unis, mais le point de départ de la discussion étant la Chine. La Chine qui se met à assouplir les conditions financières pour son économie. On l'a vu avec une baisse de taux annoncée ce matin par la Banque centrale chinoise, quand les États-Unis, eux, s'apprêtent à resserrer peut-être même encore plus rapidement que prévu les conditions financières en dollars. Écoutez donc à ce sujet Thomas Kosterg en visioconférence avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse. Oui, alors peut-être 3 points sur ces chiffres de croissance chinoise. Premier point, c'est l'économie ancienne chinoise qui tire la croissance. Et là, il y a quand même un sujet, puisqu'on parle vraiment des exportations. On a vu la balance commerciale chinoise qui est en fort surplus, d'ailleurs un record, je crois, pour la balance commerciale. Ça, c'est l'ancienne Chine. C'est la Chine du manufacturier, c'est la Chine des exportations. Or, le problème, c'est que la Chine, la nouvelle Chine, puisqu'on devait y avoir une transition vers la demande intérieure au détriment de la demande extérieure, et cette demande intérieure, elle n'est pas au rendez-vous, parce qu'on a des ventes au détail au mois de décembre, donc comme vous avez dit, 1,7% en glissement annuel, ce qui est très, très bas. Donc là, il y a quand même un vrai sujet de cette transition économique chinoise qui a l'air d'aller plutôt en sens contraire.
Deuxième point, il y a quand même un sujet immobilier. Alors, la vue d'ensemble, c'est donc cet investissement dans l'immobilier qui est en baisse de environ 14% en glissement annuel. Donc, c'est très mauvais, même si en effet, les derniers chiffres, là, nous montrent peut-être des signes de stabilisation. Mais bon, voilà, quand même, on a les autorités, et notamment la Banque centrale, qui doivent donc baisser les taux et alimenter en liquidité, notamment pour soutenir les bons acteurs de la branche. Parce qu'il faut faire en sorte de cautériser, c'est-à-dire que le ralentissement chinois ne se propage pas aux bons acteurs de la branche. Et peut-être rapidement, troisième point, si on regarde pour 2022, vous avez quand même ce grand sujet de la politique zéro Covid, qui est vraiment l'épée de Damoclès sur la croissance chinoise et en particulier sur la consommation. Je rappelle qu'on aura quand même des Jeux Olympiques le mois prochain en Chine, avec du brassage de population. Bref, il y a quand même un vrai sujet zéro Covid en Chine et en particulier pour la consommation, qui reste donc une menace pour la croissance chinoise. Donc en effet, la Chine, c'est quand même un thème à continuer à regarder en 2022. Il y aura déjà un premier test pour la consommation chinoise avant même les JO, avec une semaine de vacances nationales à la fin du mois de janvier. On verra effectivement comment les autorités autorisent ou n'autorisent pas les déplacements de population, et on verra ce qui pourra ressortir de cette semaine en termes de consommation sur le plan domestique en Chine. Venons-en à la partie américaine, Thomas. Enfin, les choses vont tellement vite depuis le dernier FOMC du 14 et 15 décembre dernier, avec la publication des minutes sur la première semaine de 2022, qui est quand même un marqueur de ce début d'année, qu'on se demande désormais si 3-4 hausses de taux, plus un début de réduction du bilan dès cette année, est-ce que des mesures monétaires telles qu'elles sont signalées aujourd'hui par bon nombre de membres de la Fed seront suffisantes pour interrompre, maîtriser, contrôler le risque inflationniste aux États-Unis? Oui, et puis pour revenir à l'image de l'économie mondiale, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a donc une Chine qui exporte trop et les États-Unis qui consomment trop. Ça me rappelle, moi, l'économie mondiale d'il y a 10 ans. Bref, on a l'impression qu'on n'a pas avancé depuis. Et en effet, les Américains consomment trop. Et on peut se demander, alors certes, la plupart de l'inflation actuelle vient des goulets d'étranglement dans les chaînes de production et des problèmes d'offres. Mais on peut aussi se demander s'il n'y a pas aussi un problème de demande. Il y a un surcroît de demande aux États-Unis. On le voit, même si, et d'ailleurs c'est bienvenu, les ventes au détail ont un peu marqué le pas au mois de décembre, mais il y a toujours des ventes au détail qui sont environ 10% au-dessus de la tendance pré-Covid. Donc on a trop de consommation et on peut se demander si cette surconsommation n'alimente pas également l'inflation. Et donc comment faire pour faire rebaisser la consommation? Finalement, ça va être ça peut-être le défi pour 2022. La Fed, en effet, est dans un schéma très gradualiste, c'est-à-dire qu'on fait une hausse de taux potentiellement chaque trimestre. On va faire du bilan, mais ça va être du bilan passif, c'est-à-dire qu'on va arrêter de renouveler les achats d'obligations. Mais on peut se poser la question si on ne va pas devoir basculer dans un deuxième schéma, qui est un schéma où on doit combattre l'inflation de façon proactive. Et là, ça voudra dire des hausses de taux plus sévères, potentiellement 50 points de base, et aussi sur le bilan, des ventes nettes de titres. Alors, je pense qu'on n'est pas encore là, mais ce risque-là n'est pas à complètement négliger pour 2022. Oui, c'est intéressant, ça va dans le sens d'un entretien de l'investisseur Bill Ackman que je lisais ce week-end, qui dit il faudrait peut-être même que la Fed commence dès le mois de mars avec une hausse de 50 points de base pour choquer un peu le marché et montrer qu'elle est sérieuse dans sa détermination à maîtriser ce risque inflationniste. Et ça, c'est pas quelque chose qui est encore anticipé, j'imagine, par les investisseurs, Thomas. Oui, alors les investisseurs prévoient. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on met un peu plus de hausse de taux en 2022, mais on croirait qu'en 2023, tout va se calmer. Et finalement, on presse autant, voire même un peu moins de hausse de taux. Donc, en fait, qu'on ramène juste un peu plus en 2022, mais qu'au final, on reste sur un cycle de hausse de taux, j'ai envie de dire quasiment normal, avec des taux réels qui vont rester durablement négatifs. Donc, des taux réels, c'est des taux corrigés de l'inflation. Et en effet, on peut se poser la question si ça va être vraiment le cas, surtout si la demande intérieure reste forte. Si la demande intérieure reste forte et qu'on reste sur des niveaux 10% au-dessus de la tendance pré-Covid, il va se poser la question, en effet, s'il ne faut pas agir davantage sur cette demande. Et là, ça va être un vrai dilemme pour la Banque centrale, c'est est-ce qu'on peut vraiment arriver à un atterrissage en douceur ou est-ce qu'il ne faut pas, en appuyant sur le frein, la voiture ne va pas aller dans le décor. Ça va être le vrai dilemme pour la Banque centrale. Alors, on n'est pas encore là, mais on a quand même ce scénario de risque qui quand même a tendance à prendre de l'ampleur.
Dans les facteurs qui pourraient détendre un peu l'atmosphère sur le risque inflationniste, il y a évidemment ce qui se passe sur le marché du travail. Thomas, tendu, très tendu, on le raconte avec vous régulièrement depuis des mois maintenant. Est-ce qu'on peut imaginer quand même une forme de détente sur ce marché du travail américain qui reste contraint, qui reste encore un peu mystérieux, avec quelques millions de personnes qui ne sont pas revenues dans ce marché du travail? Est-ce qu'on peut imaginer quand même que l'offre et la demande trouvent un équilibre un peu moins tendu, on va dire, sur ce marché du travail au cours de cette année 2022? Oui, alors il y a deux facteurs notamment à regarder. Alors d'abord, il y a un grand nombre de malades. On sait qu'en mois de décembre, il y avait 1,70 million d'Américains qui étaient malades. Et il est fort à penser qu'au mois de janvier, ce sera encore pire. On a vu d'ailleurs des chiffres anglais qui étaient assez intéressants. Il y avait 3% de la force de travail fin décembre qui était absente du travail parce qu'ils avaient eu le Covid. Donc c'est beaucoup. Donc il faut les remplacer, il faut trouver d'autres gens. Donc on peut se dire en 2022, bon, si Omicron passe, et d'ailleurs on a quand même des premiers signes qu'Omicron, des signaux de fréquence qu'Omicron pourrait faire un pic déjà aux États-Unis, mais voilà, si les gens sont moins malades, ils vont revenir. Deuxième point super important, c'est l'immigration aux États-Unis. On sait que l'immigration est centrale pour le marché de l'emploi américain. Or, le problème avec Covid, c'est qu'en fait, l'immigration a beaucoup ralenti. Et donc là, on peut se dire aussi, si on est optimiste par rapport au Covid, que les frontières vont se rouvrir et que l'immigration va revenir, et notamment pour les emplois peu payés dans les services, que ça va remettre un peu ça va permettre au marché de l'emploi de se réaligner entre l'offre et la demande, notamment dans les services. Donc ça, c'est deux sources potentielles où on peut se dire qu'il va y avoir du changement en 2022 si le coronavirus s'estompe. Voilà pour les enjeux macro du moment. C'était Thomas Koster qui était avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Qu'en est-il de la situation de marché? On en parle chaque lundi à 12h30. C'est le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct et Romain Daubry, bien sûr, qui était avec nous en plateau à la mi-journée, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Les enjeux techniques du moment sur les marchés, les mouches sont en train de changer d'âne, nous disait Romain à midi. Tout à fait. Et 7153 en fin d'année, 7143 vendredi soir, avec une énorme rotation à l'intérieur des indices. En fait, c'est ce qui se passe dans les indices et c'est ce qu'on pressentait. Stock picking, qui était le mot de l'année, et volatilité aussi, parce que des écarts importants et brutaux déjà, avec des mouvements très marqués, vraiment avec un secteur, les secteurs forts et tout ce qui était croissance, pour schématiser luxe et techno en Europe en tout cas, qui ont été vraiment vendus, et à l'inverse des valeurs en retard, pour lesquelles le pari n'était pas qu'un pari de début d'année, mais manifestement une intention d'investissement forte, qui ne se dément pas, même dans les mouvements de baisse, avec la plus emblématique, et on les regardera toutes les deux graphiquement, ArcelorMittal qui a pris 15% depuis le début de l'année. Donc plus 15, moins 15 pour les deux extrêmes en 15 jours, 3 semaines, c'est beaucoup. Et surtout, c'est sur beaucoup de valeurs. Donc il y a vraiment un mouvement fort et un mouvement hyper rapide qui laisse probablement pas la possibilité à tout le monde de rentrer. En revanche, qui laisse un scénario ouvert et qui en laisse pour tous les goûts, parce qu'on a ce consensus acheteur de valeur du luxe, qui se dit que sur repli et on paiera la croissance systématiquement parce qu'il faut le faire. Et puis il y a les acheteurs de value qui ont enfin leur moment et qui sont en train de constater, déclencher un mouvement fort qui se déclenche. Donc, c'est intéressant parce que 15% de baisse sur des valeurs du luxe, c'est déjà des opportunités d'achat pour certains dans des perspectives stratégiques de moyen long terme. Et à l'inverse, je dis n'importe quoi, 15% de hausse sur une valeur automobile ou sur une valeur bancaire, ça va non seulement attirer l'œil, mais ça va conforter certains acheteurs dans l'idée que ces positions, il faut les tenir encore quelques temps peut-être en ce début d'année 2022. Probablement. En tout cas, ce sont des mouvements qui ne se démentent pas. Quand on regarde ArcelorMittal, elle franchit des niveaux qu'elle n'avait pas débordés depuis 2012. C'est important, c'est un vrai signal. Il se passe quelque chose de fort. Sur l'automobile, de la même façon, avec des débordements de niveau importants. Là, on est un peu plus discriminatoire sur l'automobile parce qu'il
y a des mouvements qui sont moins forts. Valeo, par exemple, est moins forte que les autres pour l'instant. Alors peut-être qu'elle va décoller par la suite, mais pour l'instant, c'est moins le cas. Plastic Omnium aussi, par exemple. Mais en revanche, Plastique du Val-de-Loire explose depuis le début de l'année. Elle fait partie des plus fortes hausses du SBF 120. Renault, pareil, a un intérêt qui ne se dément pas avec du volume. Je pense on cherche effectivement des affaires. Et là où on était capable de payer des valeurs assez chères et de se dire, c'est peut-être moins le cas, comme le cash arrive toujours dans les portefeuilles et qu'il faut rentrer sur des nouveaux titres, ce pari de début d'année, ça n'est plus uniquement un pari, c'est un cas d'investissement. Le maître mot, c'est dispersion plus que correction des indices. D'ailleurs, dispersion au sein des indices, au sein des secteurs également. Et donc, qui dit dispersion dit stock picking. C'est la logique de marché qui prévaut en ce début d'année. Du coup, on peut peut-être passer rapidement sur les indices parce que quand on regarde le S&P 500 ou le Nasdaq américain, j'ai pas l'impression que la situation technique, la situation graphique ait beaucoup changé depuis une semaine au final, Romain. Non, en fait, on a presque la meilleure nouvelle possible. On se souvenait qu'il y avait des alertes la semaine précédente. Vous avez le S&P en hebdomadaire sous les yeux, avalement baissier, invalidation de la sortie du précédent trading range. Et là, on se retrouve dans la borne haute du trading range actuel, dans une grande bougie d'indécision qui est vraiment caractéristique. C'est un grand doji avec un tout petit corps au milieu. Et au milieu du trading range, mais dans la borne haute du trading range, j'ai symbolisé la médiane par le tiret vert à 4630 points. On est plutôt du bon côté de la barrière, dans un signal qui est quand même un signal d'arrêt dans la dynamique haussière que nous indiquait déjà la bougie de la semaine précédente. Pour l'instant, c'est le meilleur possible dans ce contexte-là. On a quand même rompu la dynamique haussière de long terme et ça illustre complètement cette idée que c'est en dehors des indices qu'il faut regarder ou en tout cas sur les valeurs individuellement. Que dire du Nasdaq? Alors avec le poids de la tech qui a un peu plus souffert que le S&P ou le Dow Jones en ce début d'année aux États-Unis. De la même façon, à minima, on va préserver en fin de semaine, à la dernière minute, vendredi soir, le canal haussier de long terme qu'on avait rompu en début de semaine et on ne rentre pas dans le trading range inférieur, on ne rompt pas l'alerte de court terme en clôture hebdomadaire. Donc voilà, des opérateurs qui se montrent prudents à l'entame des publications trimestrielles. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils sont prudents, mais en termes graphiques sur les indices, ils sont pas très prudents en termes de couverture et le ratio de couverture est le bémol actuel sur le marché. On a un ratio de couverture qui est assez bas. Les opérateurs ne se couvrent pas ou peu. Alors il y a du cash, ils veulent acheter sur repli, mais ce n'est pas un signe de baisse en soi, mais ça rappelle que en cas de rupture de ces alertes de court terme, les opérateurs n'étant pas protégés, le mouvement serait plus brutal, plus violent. Donc il faut s'attendre toujours à avoir de la volatilité dans ce marché. Que dire de la traduction européenne de cette situation américaine si on regarde le DAX, l'indice allemand, avec une vue hebdomadaire, Romain? Intéressant toujours de noter que le DAX aujourd'hui est peu ou prou sur les niveaux qui prévalaient au cours de l'été 2021. Oui, même presque avant. Le DAX qui ne fait rien depuis avril de 2021, mais dont la configuration change un peu. On s'inquiétait d'une structure en élargissement et les réactions sur les supports de novembre et décembre permettent d'identifier un canal haussier très large, pas très pentu, pas très fort, mais pour lequel on est plutôt du bon côté de la borne haute du canal haussier de long terme qu'on voit en violet, qui est au milieu du canal, qu'on retrouve en bleu, donc un canal haussier de moyen terme, avec cette grosse bougie d'indécision la semaine précédente, une doji en croix, donc un grand corps et un tout petit corps et une grande mèche en haut, avec un rejet important une deuxième fois contre 16 290. Une bougie d'hésitation la semaine précédente et cette semaine toujours au-dessus de niveau pour l'instant, en tout cas puisque c'est un graphique prêt à ce matin. Donc on a des alertes qui sont préservées, qui ont été testées et des niveaux qui indiquent qu'on est plutôt du bon côté du range et que le trend pourrait redevenir haussier, mollement mais haussier. Sur le plus court terme encore, quand on zoome sur le CAC 40, le futur CAC en l'occurrence, en vue quotidienne, journalière, Romain, quels sont les enjeux immédiats, les enjeux des prochains jours et de la semaine pour le CAC? C'est toujours la préservation de la zone 7098, 7145,5 en bas, dans un large trading range. La médiane a extrêmement bien fonctionné, c'était 237, on l'a ajusté à 7241,5. Tant qu'on est en dessous, on est plutôt du côté baissier de la neutralité de court terme, mais on préserve et on rebondit systématiquement sur 7098, 7145. On n'arrive pas à reprendre des couleurs tout de suite, mais on n'enfonce pas ce niveau. En revanche, sous 7098, moi j'y vois une alerte un peu plus marquée, compte tenu de cette complaisance sur les ratios de couverture et du manque d'intérêt aussi sur le futur CAC 40. Alors, on a une nouvelle globale sur le futur. On a construit 22 000 contrats futurs depuis le 27 décembre. C'est pas beaucoup, mais au-delà de 7140 points. Donc, on a un petit peu d'intérêt qui s'est construit. En revanche, on constate la semaine dernière et vendredi que la petite journée de baisse qu'on a enregistrée
enregistre sur l'indice parisien, voit le nombre de contrats futurs diminuer, toute échéance confondue, puisqu'on arrive et on approche, c'est une semaine d'échéance sur les marchés dérivés. Donc vendredi prochain, on clôturera le contrat à terme du mois de janvier. Et au cours de toute échéance confondue, le nombre de contrats a baissé vendredi, ce qui veut dire que dans la baisse, il n'y a pas eu de pression baissière complémentaire. Au contraire, on l'a diminué. Donc c'est plutôt signe qu'on maintient pour l'instant ces niveaux-là. Ça, c'est plutôt pas mal, même si l'intérêt est encore très, très moyen, assez faible, et même si la volatilité est relativement basse par rapport aux périodes précédentes. Une complaisance à surveiller. On sait que sous 7100, il y a eu toute la hausse qui s'était formée de 6828, 6860 jusqu'à 7098 n'était pas étayée. Elle s'était faite avec divergence de volume, divergence d'intérêt. Donc ça, il y a un trou d'air assez possible sous ces niveaux-là si on les rompt. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. On rappelle que la grosse zone de densité, l'alerte de moyen terme en option de vente, c'est 6006, 6007. Ça, c'est vraiment le niveau à préserver en cas d'accélération baissière. Donc, on pourrait se permettre cette consolidation complémentaire et encore quelques pourcents sans que ce soit dramatique. Sous 6006, 6007, c'est beaucoup plus grave. Dans les actifs qu'on regarde, il y a sans doute une question sur le dollar. Alors le dollar qui s'est apprécié de manière assez régulière et progressive sur une bonne partie de l'année 2021. Est-ce qu'on a le début d'un phénomène inverse qui pourrait se mettre en place, hein? Le dollar recule depuis le début de l'année et on voit sur l'euro-dollar un niveau de 1,14 qui a été franchi notamment. Oui, on avait indiqué ce franchissement important dans le cours de l'année dernière, ce canal haussier qui s'est mis en place et une résistance importante à 96,60 sur lequel le dollar index butait, d'où cette idée d'un rebond possible de l'euro à court terme. Il a eu lieu, on n'est pas allé chercher la cible qu'on avait indiquée à 1,1540, on s'est arrêté un peu en dessous, et on voit que le support à 94,62 a fait son office et que le dollar index a rebondi assez rapidement dessus. Donc on n'a pas de figure de retournement haussière dans l'immédiat, il va peut-être falloir quelques temps, mais ce canal a l'air d'être toujours identifié par le marché, et donc le dollar index pourrait repartir à la hausse effectivement, à l'assaut de sa cible de long terme située à 99,10, ce qui veut dire que l'euro pourrait corriger un peu avec les conséquences que ça peut avoir sur différents secteurs. Oui, un euro plus faible, ça peut être bon pour certaines entreprises européennes. Dont les exportatrices, dont les valeurs du luxe, qui elles sont en correction assez marquée depuis le début de l'année. La pression retombe un petit peu, je rappelle que c'est une journée off pour les marchés américains aujourd'hui, donc sans doute moins d'activité, y compris sur la partie dollar. Et puis terminons avec le match que vous nous avez présenté en début d'entretien, Romain. Arcelor, Hermès, c'est le match emblématique de ce début d'année. Donc Arcelor qui est la valeur vedette, on va dire, au sein du CAC sur ces 15 premiers jours de bourse. 15% de hausse depuis le 1er janvier et un débordement d'un niveau de technique extrêmement important qui date de 2011-2012 et sur lequel on voit qu'Arcelor avait buté à 30,15 au moins 4 ou 5 fois. Et ça, c'est un graphique mensuel. Donc chaque bougie représente un échec mensuel. On voit qu'ArcelorMittal n'a pas clôturé en mensuel au-delà de ces niveaux-là. Alors pour l'instant, le mois n'est pas terminé, mais l'accélération haussière est significative. Le mouvement est important et puis on le voit sur tout le secteur. On disait qu'il y avait peu de logique sectorielle. Reste quand même le secteur des ressources de base, le secteur du pétrolier, les valeurs liées à l'énergie globalement, toujours les banques, l'assurance et l'automobile qui font partie des secteurs très forts en ce moment. Et ArcelorMittal est bien emblématique de cette hausse. Elle avait pris 50% l'année dernière. Elle fait partie de la catégorie des valeurs qui avait pas mal progressé, stagné en fin d'année et qui repaye. Donc l'une des catégories de valeurs qui plaide pour une hausse et une bonne tenue des marchés. À l'inverse, donc Hermès qui a été la star incontestée de 2021 au sein du CAC, je crois que ça a gagné 80% le cours de bourse d'Hermès l'an dernier, qui connaît un début d'année beaucoup plus compliqué. Moins 15% pour elle, depuis le 1er janvier, dans le même délai, avec une phase de correction très nette, très marquée, vague ABC, la dernière vague étant violente, et qui réagit ce matin en tout cas sur un niveau de support important à 1290. C'est important à plusieurs titres. Non seulement c'est une grosse zone d'alerte de long terme et un niveau de support, la zone 1190-1290, et puis cette ligne de tendance haussière de long terme qu'elle est en train de tester. Là, c'est un graphique hebdomadaire. Il faudrait préserver ce niveau-là pour que la correction ne devienne pas plus marquée.
On sait qu'il y a un fort consensus acheteur de ces valeurs de croissance sur repli. Oui. Et là, on a probablement des niveaux d'entrée. On voit la réaction est assez rapide. Il y a d'ailleurs par ailleurs des divergences haussières à court terme qui indiquent que ça peut être des points d'entrée. Alors, on n'a pas de figure de retournement haussière dans l'immédiat, mais la baisse éventuelle de l'euro pourrait porter ce genre de valeurs-là, et qui fait partie de la troisième catégorie des valeurs, hein, celles qui corrigent pour l'instant, mais pourraient offrir des points d'entrée. Et l'autre étant que les valeurs qui n'ont rien fait l'année dernière et qui repayent, comme Orange, Danone, Thales, Airbus, ADP, Safran, qui elles ne font l'objet d'intérêt qui n'est pas démenti pour l'instant toujours. Voilà pour les éléments techniques du moment sur les marchés. Romain Dobré, qu'on retrouve chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse pour le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct. Bien sûr, Romain qui sera avec nous en plateau également ce vendredi, comme chaque troisième vendredi du mois, avec Philippe Béchade et Jean-Luc Cussac, les trois sorciers de Smart Bourse. Ce sera l'échéance mensuelle, la première échéance mensuelle de cette année 2022, avec les expirations de produits dérivés et notamment des contrats futurs sur le CAC pour le mois de janvier qui expireront ce vendredi à 16h. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des biotech, rétrospective 2021, bien sûr, les enseignements de l'année 2021 sur le front des biotech, notamment les biotech cotées à Paris, et les enjeux 2022. Nous en parlons avec Sacha Pouget, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Sacha. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous ce soir pour évoquer ce secteur qui est votre domaine d'expertise depuis des années maintenant. Vous êtes directeur associé chez Calisté Biotech Advisors. Oui, effectivement, quelques éléments rétrospectifs de l'année écoulée. Alors, à travers 4 dimensions qui vous permettent d'analyser ce secteur des biotech françaises. Donc, on parle de près d'une quarantaine de sociétés biotech cotées aujourd'hui à Paris, c'est ça Tout à fait. Le compartiment s'étoffe de plus en plus. Il y en a maintenant 40 qui sont cotées à la Bourse de Paris. Donc, les performances boursières, les valorisations, la valorisation globale du secteur à Paris, les questions de financement et puis le M&A. Alors là, qu'on regarde au niveau global, qui est toujours un catalyseur important dans ce secteur des biotech. Si on prend ces 4 dimensions pour 2021, qu'est-ce que vous retenez du secteur biotech l'an dernier, Sacha ? Ça a été une année de confirmation finalement, une année aussi classique, notamment sur la partie M&A et aussi sur la partie financement. Malgré tout, on est sur une performance globale en France négative, après une augmentation très significative en 2020, puisque les biotech françaises avaient progressé quand même de 220% en moyenne. Alors on est en baisse en 2021 de 10%. Ça a été une année quand même assez charnière, puisqu'on a eu pour la première fois une société, donc en l'occurrence Valneva, qui a dépassé 3 milliards d'euros de valorisation. On est sur une valorisation globale, au moment où je vous parle, d'environ 9 milliards d'euros. Ce n'est jamais arrivé. Jamais une biotech française n'avait atteint ce niveau de capitalisation boursière. C'est la première fois, tout à fait. Et si bien que la société, maintenant qui est cotée sur le Nasdaq, là aussi ça a été un marqueur de l'année 2021, la société Valneva, qui, rappelons-le, est dans le vaccin Covid, vaut pour 30% de la valorisation globale des biotech françaises. C'est du jamais vu, et surtout, elle revient de loin, puisque en début 2020, sa valorisation ne représentait que 5% de l'ensemble de la valorisation des biotech françaises. Bon, c'est sûr que Valneva, c'est un des marqueurs du secteur biotech à travers cette crise pandémique. Bon, moi je retiens performance négative, mais comme vous dites, après plus de 200% de performance en 2020, il faut d'ailleurs peut-être lire 2020 et 2021 ensemble quand on regarde les performances boursières, quels que soient les secteurs d'ailleurs, mais a fortiori le secteur biotech en particulier. Et vous disiez, Valneva pèse aujourd'hui un tiers du secteur biotech français, donc ça veut dire qu'on a un secteur qui pèse entre 8 et 9 milliards aujourd'hui, c'est ça C'est bien ça. On est quasiment au plus haut historique, puisque le plus haut a été marqué finalement en août 2021, où on était pile à 9 milliards d'euros. Là, on a 8 milliards et demi. Bon, on est vraiment proche des sommets historiques. Les investisseurs sont toujours à la recherche de nouvelles pépites, et il y en a eu 5 qui se sont fait introduire du reste dans le secteur en 2021. 5 sociétés qui ont levé au total 72 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, et surtout ça augure de belles choses par la suite, parce que on va avoir un news flow aussi qui va être aussi intéressant à suivre, parce que ce sont des sociétés qui mettent des programmes de développement qui sont très avancés. Donc tout cela va alimenter aussi le secteur, et les investisseurs y ont participé et continuent d'être là. C'est ça aussi qui est rassurant.
5 introductions en bourse en 2021. Je suis encore dans le bilan 2021 pour 70 millions d'euros levés. Il faut ajouter à cela tous les financements qui se sont faits par des opérations d'augmentation de capital traditionnelles, sans introduction en bourse, j'imagine, Sacha. Voilà, tout à fait. Au global, on a levé en France, sur les 40 biotech françaises, donc 980 millions d'euros. À comparer à une année exceptionnelle qui était 2020, où on avait levé, c'était du jamais vu, 1,33 milliard d'euros. Donc on a quand même une baisse de 25-30%. En nombre d'opérations, par contre, on est sur une baisse de 10% du nombre d'opérations, puisqu'il y a eu 62 levées de fonds, 62 refinancements, contre 70 en 2020. Mais comme je le disais en préambule de mon intervention, il y a eu quand même aussi pas mal d'opérations, mais surtout, c'est une année classique, puisque lorsqu'on regarde entre 2015 et 2020, ce qui a été levé chaque année sur le compartiment biotech français, on était aux alentours de 900 millions d'euros. Donc 930 millions d'euros en 2021 versus la moyenne de 900 millions d'euros des 5 années précédentes. On est c'est le régime de croisière des montants levés par les biotech en bourse depuis 2015. C'est ça. On est dans un continuum, on va dire, de ce qu'on a pu observer les années précédentes un peu. Est-ce qu'on peut dire, si on intègre alors les financements bonus de 2020, en tout cas ce que l'année 2020 a permis en termes d'extra-financement peut-être pour le secteur des biotech, on peut considérer qu'aujourd'hui, elles sont toutes correctement financées. En tout cas, toutes celles qui ont une légitimité à exister en bourse sont correctement financées aujourd'hui. Tout à fait. Elles sont bien financées. Et du reste, c'est très important puisqu'on est quand même sur des sociétés qui sont à cash flow négatif. Donc, elles ont besoin de lever beaucoup d'argent parce qu'on est sur des cycles longs de financement et aussi qui requièrent beaucoup d'investissement. Donc, maintenant, on est aux alentours de 18 à 24 mois de visibilité financière, ce qui rassure un peu le marché. On n'est pas sur des sociétés véritablement qui sont en mal de financement et qui ont des difficultés véritablement à engager des investissements. Là, on est vraiment sur des sociétés qui sont pleinement en pleine capacité d'avoir les ressources pour avancer dans leur programme de développement. Et du reste, c'est rassurant parce qu'on a aussi des sociétés qui ont beaucoup avancé en termes de maturité. Et ça, on en reviendra peut-être ultérieurement pour les perspectives de 2022, mais c'est quand même un signal très rassurant. Certaines d'entre elles sont peut-être proches d'entrer dans des phases importantes de développement. Alors, clinique toujours, mais commercial également peut-être demain. Donc il y a besoin de cash de toute façon pour ça, on va y revenir. Mais sur les opérations 2021, et là si on regarde la dynamique M&A, fusion-acquisition, donc là il faut s'extraire du seul marché français parce que c'est pas là où il y a le plus d'opérations, j'imagine, Sacha, mais qu'est-ce que vous retenez de la dynamique M&A sur 2021 pour les marchés européens et américains de biotech? Alors c'est encore une année classique finalement, Grégoire, ce qu'on a pu observer sur le M&A en biotech, sur la partie cotée, je précise. On a eu 26 transactions versus 27 en 2020, donc l'année précédente, donc c'est vraiment un copier-coller, j'ai envie de dire. Par contre, on a une baisse quand même de 30% en termes de montant. Sur 2021, on était à 94 milliards de dollars de transactions sur le M&A en biotech versus 122 milliards de dollars l'année précédente, en 2020. Par contre, lorsqu'on regarde avec granularité un petit peu les transactions qui ont été observées sur les 26 de 2021, on observe qu'il y en a eu 18, donc les deux tiers, qui ont été des opérations à plus de 1 milliard de dollars. Ce n'était pas du tout le cas en 2020, puisqu'on était à 13 opérations à plus de 1 milliard de dollars. Donc les pharma, les big pharma et les industriels, on va dire, de la santé, de la pharmacie, sont de plus en plus enclins à payer cher leurs cibles dès lors qu'ils ont identifié des cibles d'intérêt. Signe peut-être de maturité du secteur, enfin en tout cas qu'on avance dans ce chemin vers la maturité, justement en termes de perspective 2022 pour les biotech françaises. Où est-ce que vous placez les enjeux, Sacha ? Alors, je parlais de maturité tout à l'heure. Là, véritablement, on va rentrer dans le vif du sujet. On sait que les années précédentes ont été un petit peu, on va dire, un peu décevantes sur certains programmes très attendus, notamment de la part de DBV dans l'allergie à l'arachide, mais aussi de Tienfit dans pas dans la PBC, mais dans la NASH, pardon. Et donc, avec des échecs en phase 3, donc juste avant l'homologation des produits auprès des agences réglementaires. Donc, l'année 2022 va être également aussi un marqueur dans ce sens-là, où la maturité des sociétés, comme je le disais tout à l'heure, va nous amener à
avoir des rendez-vous significatifs avec des sociétés qui vont publier des résultats cliniques très avancés. Donc je parle de phase 2 ou alors de phase 3, juste avant l'enregistrement des produits. Et notamment Abivax, qui est une société dont on parle peu finalement, mais qui a véritablement un pipeline maintenant très, avec un beau profil, et qui est regardé aussi du côté des États-Unis, avec donc la société l'ABX 464, qui est développée dans la rectolite hémorragique, mais aussi dans la polyarthrite rhumatoïde, et on attend des résultats de phase 2 au premier trimestre pour ce programme dans 2 indications. Donc ça va être déjà très intéressant de regarder ce qui va sortir du côté d'Abivax, et aussi Valneva. Valneva, on en parlait encore et toujours à l'instant. On attend deux rendez-vous pour la société dès le premier trimestre, avec l'enregistrement, la décision d'enregistrement sur l'homologation de son produit dans le Covid-19, bien sûr, et aussi des résultats de phase 3, cette fois-ci dans le vaccin contre chikungunya, qui est une maladie tropicale. Donc voilà, 2 rendez-vous importants pour Valneva également au premier trimestre, et puis d'autres sociétés type Biofitis aussi dans le Covid, avec un traitement qui est bien avancé en phase 3 et pour lequel on attend des résultats là très prochainement, dans les prochaines semaines. Et pour finir aussi Genoro, qui va publier des résultats de phase 2 dans la sclérose en plaques au premier trimestre également. Donc voilà, on va avoir des rendez-vous significatifs pour ces sociétés-là qui vont, pourquoi pas, permettre d'atteindre les 10 milliards d'euros, parce que lorsqu'on publie des résultats cliniques positifs en biotech, eh bien on a saut de valorisation qui peut représenter des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Donc ce sera intéressant de voir dans quelle dynamique eh bien, ces sociétés vont s'inscrire dès le début de l'année. Ça peut être un game changer pour l'ensemble du secteur si on franchit, alors ce sera le palier symbolique des 10 milliards d'euros de capitalisation boursière pour les biotech cotées à Paris. Vous avez rappelé effectivement alors, des histoires qui ont été des histoires incroyables, et on les a suivies ensemble pendant des années, que ce soit DBV ou Genfit, et qui se sont, allez, on va le dire comme ça, qui ne se sont pas terminées de la meilleure manière possible, évidemment, pour leurs produits phares, leurs produits best-sellers. Là, il y a une nouvelle occasion, vous dites, pour le secteur, et les quelques noms que vous avez cités, de prouver que oui, c'est possible, qu'on peut avoir des phases 3 successful, et qu'on peut passer derrière à l'échelle industrielle sur les produits qu'on a mis des années à développer. Tout à fait. Et alors déjà, il y a une chose il y a 3 niveaux de réponse en fait. Le premier, c'est que jamais rien n'est perdu en biotech. On le sait, DBV et Genfit ont échoué, mais elles peuvent quand même arriver un jour avec un produit sur le marché. Donc on ne peut pas du tout dire que ce sont des échecs cuisants. Par contre, voilà, elles vont. La preuve, c'est que Genfit a signé un partenariat avec Ipsen récemment. Ça pivote. Donc ça évolue en permanence. Donc il y a déjà cet aspect-là, mais après, maintenant, il y a aussi la relève. Et la relève derrière, eh bien, ce sont des sociétés qui ont des technologies et qui ont des financements. Maintenant, ensuite, il y a une part de chance aussi. On ne sait jamais de ce qui peut ressortir dans tout ça. Est-ce que leurs programmes finalement sont bien compétitifs? Est-ce qu'ils ont été bien designés? Est-ce que le manufacturing est prêt, etc. Donc c'est beaucoup de savoir-faire, d'expertise, mais aussi de chance. Il y a toujours des aléas, malgré tout, dans les études cliniques. Mais je pense que dans tout ce qu'on va pouvoir voir en 2022, je pense qu'il y a quand même matière à avoir de l'espoir sur des sociétés qui vont être en capacité d'étonner le marché. Et puis, c'est la perception du secteur chez les investisseurs qui est en jeu, vous dites, à travers ces résultats d'études cliniques avancées, phase 2, phase 2B, phase 3, etc. Complètement. Et maintenant, il y a, surtout lorsqu'on est dans une dévalorisation de 10 milliards d'euros, après, il y a aussi des volumes qui peuvent intéresser les institutionnels, et là cela peut permettre de changer de dimension, et comme on le disait, on est maintenant à 40 sociétés biotech, donc le biotech 40 existe, et espérons qu'il y ait une bonne dynamique qui puisse continuer pour ça, et je pense que ces sociétés-là maintenant sont bien armées pour le faire. C'est tout ce qu'on souhaite au secteur biotech pour 2022. Bon, on se reverra avant la fin de l'année quand même, Sacha, pour faire quelques points d'étape entre-temps. Mais il y a déjà effectivement un pipeline dense sur le premier trimestre de cette année, avec des enjeux importants pour le secteur des 38 biotech précisément qui sont cotés à Paris aujourd'hui. Merci beaucoup, Sacha, d'avoir été avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Sacha Pouget, directeur associé de Calisté Biotech Advisors, avec nous en plateau.